Bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc on va parler toujours d'immobilier. On est donc dans le mois de l'immobilier. Si tu ne suis pas, si tu viens d'arriver, tout ce mois-ci donc du mois de mai 2020, donc je l'ai consacré à l'immobilier. Parce que, comme tu le sais, on est dans une crise assez importante, donc je me suis dit pourquoi pas parler donc d'immobilier. Donc j'ai un invité qui va nous parler donc aujourd'hui donc de fiscalité. C'est donc un avocat spécialisé dans ce domaine-là. Donc il va tout nous dire après donc avoir remercié le sponsor. Comment l'immobilier locatif et devenir riche grâce à l'immobilier. C'est ce que tu vas apprendre gratuitement ce dimanche dans un webinaire. C'est une formation gratuite, donc viens apprendre à investir dans l'immobilier rentable tout de suite. Voici ce que tu vas apprendre. Donc il y a 4 secrets. Le premier, donc comment trouver une bonne affaire. Le second, les outils à utiliser pour gagner beaucoup de temps sur la recherche donc, du bien. Le troisième, une méthode pour suivre les opportunités. Et la quatrième, le retour d'expérience d'un expert qui a acquis plus de 45 biens en moins de 6 ans. Ce sera donc ce dimanche à 20h heure de Paris. Donc pour réserver ta place maintenant, va sur thierry-du6henry.fr/imo. Je répète, thierry-du6henry.fr/imo. Donc je te dis à dimanche, entrepreneur lifestyle. Donc merci à Dimitri Bougère qui est mon invité aujourd'hui, tu l'as compris, qui va donc nous parler donc, de fiscalité, d'immobilier, mais d'investissement, parce qu'il est investisseur depuis plus de 20 ans. Il a commencé en 2020, comme il va nous le dire. Et donc il plaide il a commencé à plaider il y a 25 ans et maintenant il est plus dans le conseil. Mais donc proche surtout donc des entrepreneurs en ligne, des investisseurs, de tout ce qui est l'audience du podcast, donc ça tombe bien. Il comprend ce que l'on fait et pourquoi donc il y a un intérêt pour nous donc, d'optimiser la fiscalité. Il va donc nous donner plein de conseils, donc reste bien jusqu'à la fin. Et tout de suite, bien sûr, si tu veux avoir donc plus d'infos, tu peux aller sur cabinet-du6bougard.com. Donc cabinet-du6bougard.com, BOUGEARD.com. Donc si tu aimes l'émission et tu veux donc nous supporter, n'hésite pas à mettre un pouce sur YouTube, à mettre un commentaire si tu as des questions que je pourrais renvoyer donc à Dimitri. Tu peux aussi donc t'inscrire, donc t'abonner donc sur iTunes, Spotify, SoundCloud et donc toutes les autres bonnes plateformes pour donc supporter le podcast et montrer à ces plateformes que je fais bien le boulot, merci, si tu le fais. Donc voilà, je te dis donc à tout de suite avec Dimitri. Salut Dimitri, comment tu vas ? Bonjour Thierry, bien, je te remercie et toi ? C'est moi, ça va très bien, il fait beau, donc tout va bien. J'ai un enfant de moins parce que comme on a repris le confinement, pour ceux qui écoutent, il y aura un petit décalage de 10 jours. Il y en a un des petits qui est parti, c'est le plus compliqué à garder. J'en ai 3. Donc voilà, donc là j'ai un peu plus de temps, donc je peux faire un podcast à midi au lieu de les faire à 9h du soir, à minuit, enfin voilà quoi. Donc je raconte ma vie, mais Dimitri, avant donc qu'on part, comme j'ai dit en intro, on va parler donc de fiscalité, parce que là on en fait le mois de l'immobilier. Oui. C'est le cas donc de la fiscalité pour ceux qui sont plus dans le commerce en ligne, infopreneurs, affiliés, e-commerçants. Donc tu es assez connu, donc, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, présente-toi et puis ensuite on va attaquer directement les questions que me posent toujours mes invités, parce que moi je ne suis pas avocat, donc voilà. Bien sûr, d'accord, très bien. Eh bien, donc je me présente, Dimitri Bougard. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis plus particulièrement versé dans tout ce qui concerne l'investissement immobilier, puisque je suis investisseur immobilier depuis les années 2000. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Je suis expert en droit immobilier et fiscalité immobilière et le plus clair de mon activité est consacré au conseil aux investisseurs immobiliers, tant d'un point de vue pratique que d'un point de vue juridique et fiscal. J'assiste également à de nombreux séminaires immobiliers. Voilà. D'accord. Donc en plus donc d'aimer donc la fiscalité, donc d'aimer le juridique, tu aimes aussi donc l'investissement. Tu n'es pas juste une personne qui parle de technique parce qu'il a lu dans les bouquins, c'est parce que aussi tu le pratiques. C'est exactement ça. J'ai commencé à acheter mon premier appartement en 2000 via une première société civile immobilière. Oui, Donc, je me suis lancé un peu comme ça sur le conseil d'un ami qui est toujours d'ailleurs un de mes deux meilleurs amis et qui est agent immobilier. Et à l'époque, d'accord. ça se faisait un petit peu, comme je le dis, au doigt mouillé. Donc, c'est combien le loyer, c'est combien le prêt. Ok, je couvre le prêt avec le loyer. Bon, bah, je me lance. Maintenant, évidemment, on est passé à un échelon largement plus professionnel et on fait ça d'une manière tout à fait optimisée avec beaucoup moins de risques. Ce qui est bien pour ceux qui l'auront remarqué, parce que moi tout de suite ça m'a tapé quand tu l'as dit, donc tu as au barreau en 95, tu as investi en 2000, et moi qui ai 44 ans, donc j'ai un peu d'âge, donc j'ai un peu vécu par rapport à tout ce que tu vas dire, c'est qu'en 2000, tu as investi, mais en 2001 il y a eu donc le 11 septembre, donc
Alors, je sais pas si dans l'immobilier ça a marché, ça a fait baisser les prix à l'époque. Il y a eu aussi même un peu avant la bulle du dot-com, qui était pas terrible. Exact. Ouais. Ensuite, tu as eu 2008. Donc, toi, tu as déjà investi pendant la période actuelle, entre parenthèses, même si c'est celle qui est actuellement, elle n'a rien à voir. Et je pense qu'on va être très, très surpris. Je pense qu'il faut même faire d'autres épisodes parce que voilà, c'est une période qui est assez dingue. On ne voit pas tout, mais il y a des choses qui vont arriver. Bon, parenthèse, tu as connu des crises, donc tu as continué à investir. C'est pas comme si la personne qui teste et qui dit ah non, c'est bon, j'ai été chaudé, j'arrête. Donc, Ah voilà. oui, 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 bien sûr. Alors, j'ai connu des crises et j'ai aussi connu des échecs, hein. Faut être clair. Moi, je n'ai jamais prétendu vivre de mes investissements immobiliers. J'ai une activité d'avocat qui m'a toujours fait vivre. Donc, même si ces derniers temps, j'ai un petit peu changé, puisque historiquement, quand j'ai commencé en 95, j'ai commencé par être un avocat plaidant, donc un avocat de souche. J'étais pas du tout issu d'une fusion entre les anciens conseils juridiques quelques années avant et les avocats. Je suis un avocat dit de souche, donc j'ai commencé comme avocat en 95. J'ai commencé en plaidant parce que l'activité de plaidoirie me plaisait beaucoup. Et j'ai fait du procès vraiment pendant, j'en fais encore quelques-uns maintenant, mais j'en ai fait pendant, allez, 22 ans, mais quasiment à temps plein. Je faisais presque que ça. Ce n'est que ces dernières années que, constatant que j'étais investisseur immobilier et que le procès était un peu usant psychologiquement, parce que être en conflit permanent avec des gens, et c'est le cas quand tu es avocat en matière de procès, bah, tu as un adversaire, hein, fatalement, qui n'est pas d'accord avec toi. Donc tu es en conflit. Et en plus, les clients que tu reçois, ils sont mal. Soit ils viennent te voir parce qu'ils ont un problème, ils sont assignés, tu dois les défendre. Soit ils viennent te voir parce qu'ils ont un conflit avec quelqu'un ou une banque ou n'importe qui. Et c'est à toi d'assigner. Et encore une fois, tu es dans le conflit et le client, il attend des résultats. Et les résultats, bah, les avocats ont une obligation de moyens, pas une obligation de résultats. Donc tout ça était vraiment psychologiquement assez fatigant. Je dis pas que le conseil n'a que des aspects tout roses. Loin de là, on a des clients aussi exigeants, mais au moins ces clients-là sont en général dans la construction, dans le positif. Et en plus, ça porte bien son nom. Plaider, donc ceux qui connaissent les termes, voilà, c'est tu vas, comme tu Tu vas au dis, au tribunal. tribunal. Et Mhm. conseil, c'est voilà, c'est comme dire que le mot est plus cool, quoi. Voilà. T'aimes changer, donner voilà, donner des infos que de plaider, oui. Je connais parce que moi, tous les ans, mon rêve, c'est de sortir du tribunal et tous les gens que j'y suis, malheureusement, c'est le commerce pour d'autres choses. Donc, malheureusement, on peut pas toujours avoir des choses positives, mais voilà, Exact. à cause de mes sociétés, malheureusement, souvent j'y suis. Donc, j'aimerais bien, chaque année, je me dis, voilà, si je peux ne pas être au tribunal une année, ne pas porter plainte contre quelqu'un, ne pas aller voir un avocat. Mais bon, c'est la vie, faut faire avec. Parenthèse, de toute façon, on pourrait Oui, parler pendant tout à des heures. fait. Malheureusement, on est bloqué parce que bah, tu as, comme moi des enfants, donc on essaie de manger avec eux. Bien Donc, sûr. la question que tout le monde nous pose toujours, comment commencer? Est-ce qu'on commence en nom propre ou en tant qu'en SCI? Et puis, et moi, j'aimerais qu'à la fin, ou peut-être quand tu as le temps, tu nous parles aussi de la SAS, parce que moi, j'ai fait un article dessus. Souvent, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, la SAS, c'est pas fait pour ici. La SAS avec le statut de la SCI, mais bon, parenthèse. Donc, si tu peux, à un moment, nous en parler. Donc là, est-ce qu'on commence en nom propre ou on commence en SCI? Voilà, ça c'est la question que j'aime bien. Je te remercie de me la poser. C'est la question que je vais qualifier de question tarte à la crème, hein. C'est pas Ah, méchant, bah oui, hein. mais c'est vraiment la question tarte à la crème. En réalité, il n'y a pas de réponse. Ça va être au cas par cas. Comme je l'indiquais tout à l'heure, moi j'ai commencé en SCI directement parce que mon copain m'avait dit, écoute, tu fais une SCI et tu t'embêtes pas, voilà, ça va se payer tout seul. À l'époque, je connaissais pas tous les avantages, tous les inconvénients de la SCI. C'était une SCI à l'impôt sur le revenu, donc je me questionnais pas non plus sur la fiscalité de la SCI. L'important, c'était de se lancer. Donc ça, déjà, que vous commenciez à investir en nom propre ou en SCI, l'important, c'est que vous franchissiez le cap et que vous commenciez à investir. Et juste pour terminer justement sur la précédente question sur laquelle je reviens juste une minute, comme je le disais, tu le disais, j'ai connu des crises, j'ai connu, moi je le disais, des échecs, mais en tout cas, j'ai jamais arrêté d'investir. Quand il y a eu des échecs, ben, j'ai coupé les branches mortes, hein, c'est-à-dire que j'ai revendu des biens qui soit n'étaient plus rentables, soit avaient été mal acheté parce que j'avais pas bien pensé à tous les paramètres. Et puis voilà, on continue. Donc, nom propre, SCI, en réalité, disons que pour faire schématique, si vous voulez vivre de vos rentes, alors là, je mets d'énormes guillemets, hein, rente immobilière, parce que l'immobilier, c'est du boulot. Donc, c'est vrai qu'il y a du marketing autour sur Internet, autour de ça. On vous vend la vie de rentier à 12 mois, etc. Mais en réalité,
quand on se penche sur le sujet et qu'on se plonge dans les diverses formations immobilières, on voit bien qu'il y a du boulot, les gens qui ont mis en application ça ont travaillé, et que si derrière vous vous dites ça va tomber tout seul sans que je bosse, ça marchera jamais. Mais ça, c'est la même chose dans n'importe quel domaine de la vie, Bah, ça tombe bien pas que tu parles Thierry. ça, donc je vais me permettre de te couper parce que c'est vrai que toi, moi, mon audience et la niche, c'est plutôt des personnes qui sont en TPE, PME. Mhm. Si, on peut devenir rentier et et vivre en semi-passif, on va dire, mais il faut automatiquement faire comme toute structure, ce que tu l'as dit, c'est créer une structure. Donc, si tu as trois agents qui bossent pour toi, tu as quelqu'un qui fait les recherches pour toi et que tu as, des humains qui travaillent pour toi, c'est automatisé. Il faut quand même gérer les humains. Mais voilà, Et oui, non, mais tu as voilà. raison, mais ça, c'est le Il faut moyen voir de très grand. Il faut s'enrichir, voir hein, très c'est de grand. faire travailler les autres pour soi. Et il faut voir très grand. Alors qu'on fait de l'immobilier, pas avec 10 ou 20 biens, parce que moi, je ne sais pas si tu connais Grant Cardone, ou, Si, si, si. ou le meilleur ami en fait, de Robert Kiyosaki, j'ai oublié son nom, qui a écrit de ABC of Real Estate, qui a plus de 8000 biens, Mhm. mais voilà, ils ont des grosses structures, donc quand tu as des grosses structures comme ça, tu as un peu de stress, mais c'est vrai que c'est automatisé, parce que tu as du monde, mais s'il n'y a pas de monde, bah, c'est pas possible. Mais regarde, même Grant Cardone, il travaille quand même. Il Non, fait mais lui, un c'est un cas, événement au c'est qu'il a envie, Texas. oui, mais c'est qu'il a euh, envie de bosser. et voilà, il a envie de bosser. Il fait ses lives sur Facebook. Il attire des milliers à chaque fois de personnes en direct. Mais il bosse quand même. Et il a bossé comme un taré pour arriver là où il en est. C'est Et en clair. plus, J'ai regardé un petit peu parce son qu'il a fait beaucoup de parcours. bêtises en plus. Ouais. Voilà. Donc, il n'est pas devenu, il n'a pas la situation euh, actuelle. Il n'a pas fait en 12 mois. C'est vrai. Maintenant, on peut très bien se faire une rente immobilière en 12 mois en achetant deux petites LCD, et si on touche 1 000 € par mois, qu'on s'en contente, bah, tout va bien. Est-ce qu'on est vraiment entier? C'est Ça ce que je dépend disais des avec objectifs de Sébastien chacun. Hanouna, ouais, il faut être minimaliste. Mais pour répondre aussi à ce que tu as dit, parce que là, on pose plein de questions, souvent c'est la question. Donc, il y a plein de gens qui vont prendre l'info gratuit, mais si on est pro et si on passe par un avocat ou un notaire ou on l'espère comptable, c'est pas vraiment son boulot, mais bon, des fois, il a l'info, on n'a pas besoin de se poser la question. On prend son argent, parce qu'on est un vrai investisseur, on va prendre un conseiller et lui va décider pour nous. Parce que ça, si on Eh veut. oui, Parce que souvent, on se fait les. Parce Thierry, que c'est la moi, mode du tout attends. gratuit en ce moment. Non, mais je vais aussi te dire, parce que moi, j'ai été, je suis coupable, parce qu'actuellement, je suis bloqué depuis 7 ans dans une boîte, je veux sortir, j'arrive pas à sortir, à cause des problèmes d'agrément et autres. Mais si, dès le départ, j'avais vu un avocat, parce qu'on a voulu faire comme tout le monde, on a copié les statuts, et Un on grand n'a pas fait, classique. et on n'a pas fait de pacte d'associés, ce qui fait que moi, j'ai vendu mes parts près de 6 chiffres, et je suis bloqué, je suis toujours bloqué. Donc, je perds mon temps les avocats. Là, je suis en conciliation, enfin, pas en conciliation, j'ai une personne qui est entre nous et qui nous envoie au tribunal. Le tribunal a dit allez voir Un médiateur, l'expert, voilà, l'expert judiciaire et il va vous dire, un expert judiciaire, c'est encore autre chose, ça, effectivement. il va donner la valeur des parts. Voilà, enfin, une perte de temps. Donc, des fois, il vaut mieux investir une petite somme qui est souvent entre 1000 et 2000 € pour un avocat classique. Après, il y a Legal Tech, mais bon, tu vas me dire si c'est bien les Legal Tech ou pas. Et automatiquement, ben, là, tu as peut-être posé la question. Tu fais, Alors, c'est fait. soyons clairs, soyons clairs. Sur le sujet des legal tech, puisque tu l'abordes, ok. Je les connais. Au départ, je les voyais d'un mauvais œil. Je me disais, elles vont piquer mon boulot. En réalité, non. Les legal tech me piquent pas mon travail. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent prendre une legal tech, ils ont un seul but, payer le moins cher possible. Et justement, ça tombe bien, c'est pas mes clients. Les gens qui veulent pas payer, clairement, c'est pas mes clients. Les gens qui viennent me voir, ils veulent du conseil. Ils veulent pas juste, ah, je prends le truc le moins cher, même si ça correspond pas, je vais faire une cote mal taillée, je vais me débrouiller, c'est pas si compliqué. Ces gens-là croient que ils peuvent être experts en tout. Faire une Non, parce que SCI, mais c'est simple. derrière quand même une legal tech, hein, c'est plutôt les structures qui aident à faire la création d'entreprises ou les baux et autres. Il y a quand même un avocat souvent. Parce que moi, Mais j'ai eu dernièrement affaire à Capital, je ne sais pas quoi. J'ai oublié leur nom. Bon, j'ai eu du mal à les avoir, c'était pas clair. Mais derrière, il m'a quand même refacturé un vrai prix. Tu vois? ah bah Voilà. évidemment, mais évidemment. Sinon les gens peuvent pas vivre, c'est clair. Disons pour préciser, la legal tech, en fait, compte, c'est ce que moi j'ai fait. L'erreur que j'ai faite, elle est prendre gratuitement. C'est entre l'avocat, legal tech fait un minimum, mais voilà, le prix est pas cher, mais Non, c'est mais entre les la deux. legal tech, c'est automatisé. Souvent, c'est d'ailleurs, c'est des avocats hein, ou des juristes hein, qui ont créé les legal tech. Ils ont bien compris qu'il y avait un énorme marché. Ils voient ce que facturent les avocats. Pour te donner un ordre d'idée, vous créez une SCI pour 300 € sur Internet via une legal tech. Quand on passe par mois, c'est 1 700 € de TTC. Waouh, monstrueux, c'est énorme, c'est du vol. Je vois de tout. Hein. Sur 1 700 € de TTC, on enlève déjà à peu près 250
à 300 € de frais légaux. Annonce légale, frais de greffe pour la déclaration et frais de déclaration de bénéficiaire effectif. OK, il reste 1004. Sur 1004, moi, je vais payer 20% de TVA. Je la facture, évidemment. On est d'accord. Donc, j'enlève 20% de TVA. Donc, on est à 1166. Sur 1166, je vais payer, je vais être gentil, 40% de charges sociales. D'accord? Donc, tu Non, enlèves mais on 40% de n'est pas là pour 1166. on n'est pas là pour défendre ou autre. Ah, c'est pas une question de Voir. défendre. J'explique aux gens pourquoi ça peut leur sembler cher et je les comprends parfaitement quand ils vont aller voir une Legal Tech. Bon, moi, C'est vraiment ça le je vais aller mécanisme. dans ton sens et alors, je vais même te poser une question. Donc, c'est plus un comptable. J'aurais dû poser la question et après, on va revenir sur le sujet, sinon on s'est un peu éloigné. Ces frais-là, donc, on peut les faire aussi inclure comme du compte d'associé. Si j'ai ma structure, je sors de l'argent et je dis voilà que je récupère l'argent. Si elle est à l'impôt sur les sociétés, oui. Donc, il faut être à l'IS. Dans tous les cas, Si on en est à général, l'IS, mais tu c'est une conseilles plutôt facture de frais de l'IS. création de structure. Effectivement, elle passe dans un compta, tu as raison, et c'est de la récupération ensuite en compte courant d'associé. Voilà. Simplement, les gens veulent payer le moins cher possible, ce qui se comprend aussi parfois. Il y a des gens qui ont besoin de la Legal Tech tout simplement parce qu'ils ont des situations simples. Donc, créer une SARL pour sa petite activité via une Legal Tech, ok. La SCI, c'est totalement différent, il faut être raisonnable. Quand on crée une SCI, on va se prendre un crédit sur 20 ans de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. Et on veut économiser 1000 balles. Ridicule. Ah, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que moi, là, je te parle vraiment, on va plutôt parler maintenant, entre parenthèses, des vrais investisseurs qui veulent vraiment grossir une structure, qui veulent avoir 20, 30, 40 biens. Donc là, donc là, tu conseilles plutôt donc, l'IR ou l'IS. Et je te posais plusieurs questions, parce que sinon, on ne va pas avancer. Bien sûr. Plutôt donc LMNP ou LMNP, même si ça a changé entre-temps. Et après, on va parler de l'étranger, parce qu'il y a plein de gens qui sont, peut-être tes clients, même en grande partie, sont à l'étranger. Beaucoup sont à Malte, sont en Estonie, sont à l'étranger. Est-ce qu'il y a un intérêt de penser à tout ça, parce qu'on n'est pas en France? C'est la structure qui sera imposée, mais nous, on ne sera pas imposant en tant que personne. Alors attends, je commence par quelle question? Donc, entre Parce que IR et IS, si tu veux vraiment créer une vraie structure, est-ce que tu prends l'IR ou l'IS? ça, c'est la question se pose seulement pour moi pour l'investissement immobilier. On est d'accord, hein. Tout à fait, tout à fait. Ok. Eh bien, ça dépend de la situation de l'investisseur. Si tu veux des revenus immédiatement que tu puisses percevoir dans 2 mois, tu vas faire à l'IR, mais tu pourras faire que de l'investissement en nu. Si tu veux faire Excuse-moi, du donc, meublé, tu vas faire une quel structure que à soit le l'IS, montant, forcément. quel que soit le montant, même si tu as un gros montant, vaut mieux sur l'IR. Mais si tu veux toucher l'argent, au départ, quand tu es à l'IS, tu peux pas toucher l'argent, tu peux pas te verser de Ah oui, dividendes. c'est vrai. Ou alors, Oui, tu vas te verser une rémunération en tant oui, que oui, je vois. gérant. Donc, D'accord? c'est plus, Et donc tu là, auras 35 à 40% de charges sociales. donc, par rapport à ce Donc, que tu dis, donc c'est plus savoir si on veut toucher tout de suite c'est une ou plus question tard. d'objectif. D'accord. Exactement. Les investisseurs immobiliers doivent commencer par définir leurs objectifs s'ils veulent faire ça bien. Alors, ils peuvent se lancer comme ça à l'arrache, hein, comme j'ai fait il y a 20 ans. Simplement, maintenant, les gens veulent être efficaces et gagner de l'argent rapidement. Moi, mon but il y a 20 ans, c'était pas de gagner de l'argent tout de suite, c'était juste de me constituer du patrimoine. Pour ça, bah, on pouvait se contenter de faire de l'à peu près. Et puis, bah voilà, j'ai payé des impôts, j'ai rajouté, j'étais pas un investisseur rentable. Maintenant, les gens veulent être des investisseurs rentables, et donc ça nécessite qu'ils rationalisent le processus, qu'ils définissent leurs objectifs, qu'ils choisissent les structures adaptées, le régime fiscal, et qu'ils pensent à tout ça lors de chaque achat immobilier et Et lors de chaque mise en exploitation. est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre assez facilement sans alerter le fisc? Oh, il n'y a pas d'alerte du fisc parce que ta SCI passe de l'IR à l'IS. En Mais, revanche, il y a des conséquences fiscales là aussi. ah, Et il faut les maîtriser. Parce que si on le fait comme ça, encore une fois, ah tiens, j'ai vu sur Internet qu'on pouvait passer à l'IS, bon, bah, je vais le faire. Et potentiellement, on va se retrouver à devoir payer l'impôt sur la plus-value parce que le bien a pris de la valeur entre-temps, alors même qu'on n'a pas revendu le bien. C'est toujours la même société. donc, en fin de compte, on en revient à ce que j'avais dit avec Ludovic Bréant, qui est un gros investisseur, qui avait plus de 1000 biens, si je ne me trompe pas, que j'ai interviewé Mhm. plusieurs fois. Et donc, dans ces cas-là, en fait, on vaut mieux dès le départ. Même si, bon, c'est vrai que souvent, quand on commence tout petit, un ou deux biens, mais si on a vraiment une vraie stratégie entrepreneuriale, chaque année, en fin de compte, prendre rendez-vous avec le comptable, son avocat et son fiscaliste et faire l'objectif. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. On prend une décision à l'année, on va dire, pas juste au mois ou ou même plus, 3 mois, comme une boîte quoi, classique. Oui, mais de toute façon, clairement, les sociétés sont à l'IS, ont le régime fiscal beaucoup plus stable que les personnes physiques. Donc, si on a une stratégie d'investissement massif, la société sera toujours plus facile à optimiser et à maîtriser que l'imposition personnelle. D'accord. Euh, Et donc, par rapport à ma question, donc, même si je crois que ça a changé dernièrement, parce que moi, je suis un peu moins dans l'immobilier qu'avant, parce que ben, j'étais agent immobilier, mais il y a un petit bout de temps. Oui. LMNP et LMP, il me semble qu'il y a Alors, des changements dernièrement.
LMNP, bah oui, tu vises le changement qui s'est opéré en février 2018 avec la décision du Conseil constitutionnel qui D'accord. a supprimé une des trois conditions qui étaient nécessaires pour passer LMP. Donc je fais un rappel bref des trois conditions pour pouvoir répondre à ta question. Pour pouvoir passer LMP avant 2018, il fallait dégager plus de 23 000 euros de revenus locatifs meublés annuels, charges comprises. Il fallait également que le montant de vos revenus locatifs meublés annuels soit supérieur à vos revenus d'activité professionnelle. Deuxième condition. Il fallait en plus que vous alliez au registre du commerce et des sociétés vous inscrire en qualité de loueur meublé professionnel. Donc on voit bien par là qu'on ne pouvait pas y passer accidentellement ou sans le vouloir. Vous n'alliez pas vous inscrire, vous étiez LMNP, loueur meublé non professionnel. Patatras 2018, le Conseil constitutionnel supprime pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir pour ne pas prendre trop de temps, la condition d'inscription au RCS. Ne reste plus que deux conditions et à partir de ce moment-là, on se dit effectivement, zut, est-ce qu'on passe automatiquement ou non? Moi, je pensais que non. La réalité m'a contredit. Et là, en janvier 2020, l'article 155 du Code général des impôts est modifié et confirme que dès qu'on remplit les deux conditions de revenus, eh bien, on passe LMP. Donc, vous voyez déjà que pour un grand nombre d'investisseurs, de toute façon, LMNP, LMP, qu'est-ce qui est le mieux? Ben, ils n'auront pas le choix. S'ils ont déjà plus de revenus locatifs meublés que de revenus pro, ils passent LMP. Fin de l'histoire. D'accord. Bah, au moins, c'est Alors, clair et c'est bien expliqué. Ouais. et oui, bah oui, ça a été ça. Alors, je dis ça de façon un petit peu simpliste, ça a tout un tas de conséquences fiscales potentiellement désagréables. Par exemple, si tu es un investisseur et que tu as acheté beaucoup de meublés et que tu as un gros déficit constitué sous l'empire LMNP et que tu passes LMP l'année suivante, bah, ton déficit n'est pas reportable sur tes revenus LMP. D'accord. Donc c'est gênant quand même, hein. Le déficit est gelé. Donc on va voir que là aussi, il faut anticiper tout ça et clairement se poser les bonnes questions, essayer de minimiser les effets. Et c'est ce qui va pousser aussi pas mal d'investisseurs à faire le choix de se tourner ensuite vers l'investissement en société. Parce que investissant en société, ils vont limiter les revenus qu'ils perçoivent en nom propre et ne passeront pas LMP. D'accord. D'où l'intérêt, en fin de compte, par rapport à ce que je disais, mais je vais le répéter s'il le faut, de se professionnaliser et donc de l'investisseur de faire de l'investissement et de laisser tout ce qui est partie juridique, comptable aux professionnels et chacun fait son boulot et comme ça on peut vraiment se concentrer sur chercher même les biens. Bah, c'est en général une personne qui le fait. Donc vraiment se concentrer. Je reviens sur ma question donc des gens qui sont plutôt à l'étranger. Oui. Quel est l'intérêt pour eux en fin de compte de réfléchir à tout ça parce qu'ils ne seront pas imposés en tant que personne en France parce que les dividendes iront ailleurs, mais la structure sera imposée. Donc est-ce qu'il y a une réflexion à avoir ou c'est pas grave? Il y a toujours une réflexion à avoir. Moi, je conseille notamment des expatriés qui investissent en France, bien Oui, évidemment. Donc, s'ils sont en nom propre, ils sont imposés avec des taux déjà définis, avec aussi des prélèvements sociaux. Ça se complique en fonction du pays dans lequel ils sont expatriés. On n'aura pas les mêmes règles s'ils sont dans l'Union européenne ou ils sont hors Union européenne. Et donc, en règle générale, si en plus ils changent de pays, on va leur appliquer à chaque fois une convention fiscale différente. Ça devient très compliqué. L'intérêt d'être structuré en société en France pour un expatrié, il est évident, puisque tant qu'on ne se verse pas de dividendes, l'impôt est le même pour tout le monde en France. La SCI sera imposée à 15% jusqu'à 38 120 et à 28% au-delà. Donc si on a un expatrié un peu nomade, typiquement, qui décide d'acheter l'immobilier en France parce que lors de sa retraite, il se dit je vais passer mes vieux jours en France, dans mon pays natal, dans ma région d'origine, etc. Il peut très bien se constituer du patrimoine pendant toute sa vie d'expatrié, le constituer en société, encapsuler les revenus et ne pas se préoccuper du versement de dividendes ou de ce genre de choses, donc pas d'imposition, utiliser l'argent qui se capitalise dans la SCI pour réinvestir et ensuite revenir et avoir une fiscalité totalement prévisible et maîtrisée. Donc pour moi, c'est une excellente chose, notamment lorsqu'on est dans cette situation d'expatriation, la SCI. À d'accord. l'IS, hein, j'entends. Là, je vais enchaîner un peu les questions parce que je sais qu'on a peu de temps. Entre la SCI et la SAS à l'IS, bien sûr, avec statut en fin de compte de la SCI, copié sur la SCI, entre parenthèses. Hein.
Alors, qu'est-ce que tu appelles statut copié sur la SCI? Mais disons, parce que les statuts, bon, l'avantage de la SAS, c'est que c'est un contrat, c'est pas fixe, c'est assez souple. Là, je vais essayer de m'attaquer au juridique, donc j'ai le juriste qui m'écoute, donc c'est compliqué. J'ai un peu de Ouais, stress. Donc, tu prends en fin de compte le statut du SCI classique que tu aurais fait pour un SCI à un client, mais au lieu de le mettre en SCI, tu le mets en SAS. Est-ce qu'il y a un intérêt? Moi, juste, non. on m'a dit qu'il y a un intérêt, parce que j'ai fait un article dessus, donc je vais essayer de me défendre. Quand tu dépasses des chiffres vraiment importants, alors je crois que quand tu dépasses 2 millions, si je ne me trompe pas, et que tu as Ouais. donc beaucoup de biens, et donc, attends, c'était quoi l'article déjà? Oui, automatiquement, ouais, il faut un commissaire aux comptes, donc c'est un peu plus structuré parce que tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup donc de revenus. Mais là, je te parle de fonds. Ouais, ouais, ouais. Alors, avoir un commissaire aux comptes, déjà, c'est coûteux. Les obligations en matière de commissariat aux comptes ont été allégées il y a quelques mois de cela pour les SAS. Donc, quand tu dis copier des statuts de SCI faire une SAS, en réalité, la SCI, c'est une société civile, la SAS, c'est une société commerciale. Donc, pour les non-initiés, on va peut-être appeler société par action simplifiée. OK? Oui, SCI, société civile immobilière. Donc, les deux n'ont absolument pas le même objet. L'une a un objet civil, l'autre un objet commercial. L'intérêt éventuellement de faire de l'immobilier dans une société commerciale, c'est que si on a des prestations annexes commerciales, cette fois-ci, eh bien, on aura un seul régime et on pourra les pratiquer sans problème dans la société qui a vocation à faire du commerce. L'inconvénient majeur, c'est le financement. Lorsqu'on a un petit investisseur qui débute, s'il va voir son banquier pour dire voilà, je fais une SCI avec ma femme, j'investis dans l'immobilier, le banquier, il ouvre la porte sans problème. Si jamais il va voir le banquier en lui disant je vais acheter de l'immobilier en SS, il va déjà le regarder de travers parce que la plupart des banquiers vont raisonner mais pourquoi vous voulez acheter de l'immobilier dans une SS plutôt qu'une SCI? Dans SCI, il y a immobilier, dans SAS, il n'y a pas immobilier. Donc déjà, psychologiquement, ça rentre pas tout à fait correctement. Et puis ensuite, dans les cases de la banque, bien souvent, et ça se vérifie vraiment très souvent, les conditions de crédit vont être beaucoup plus défavorables pour de l'achat immobilier en société commerciale qu'en SCI, puisqu'on va passer dans la case prêt professionnel. Donc pour moi, achat en SAS, c'est pas intéressant, sauf si vous avez un profil particulier, que vous avez par ailleurs, par exemple, une société commerciale qui dégage beaucoup de cash, que vous êtes en banque privée et que vous êtes capable de négocier avec votre banque pour avoir les mêmes conditions de crédit que des particuliers. d'accord. Question qui prolonge, on va dire. Est-ce qu'il y a un intérêt donc, de mettre sa SCI sous une holding? Alors, j'aime beaucoup ta question, merci Thierry. La holding, c'est le gros sujet à la mode. On voit ça partout. En gros, si t'as pas ta holding à 50 ans, comme dirait Seguela, t'as raté ta vie. Eh bien, et en fait, Bah, c'est je du pense même grand n'importe il quoi. aurait dû dire ça aurait été mieux que la Rolex, parce que la Rolex a été mal pris. Donc non, non, c'est du gros n'importe quoi. La holding, c'est un mécanisme extrêmement intéressant. C'est pas du tout un paradis fiscal, hein. C'est pas parce qu'on se verse des dividendes en SCI ou du salaire via la SCI qu'on sera moins imposé, absolument pas. Simplement, c'est un mécanisme qui va permettre de faire transiter des sommes d'une société commerciale qui dégage beaucoup de cash vers des SCI d'investissement, ou alors d'une SCI qui elle-même dégage beaucoup de cash. C'est déjà des cas plus limités quand même, vu les rentas, sauf si les biens sont remboursés. On va les faire remonter vers la holding. On aura une fiscalité bien plus allégée que si on se verse des dividendes en nom propre pour les réinvestir ensuite dans une SCI. Et comme ils sont remontés vers la holding avec une fiscalité très allégée, on pourra les faire redescendre vers la société d'investissement. Ça, c'est, on va dire, le régime le plus simple. Et puis ensuite, on peut monter dans la sophistication, faire ce qu'on appelle de l'intégration fiscale. Et là, on calculera uniquement un résultat fiscal au niveau de la holding. Et ça permettra de compenser d'une part une société qui dégage beaucoup de bénéfices, avec d'autre part un résultat largement déficitaire, puisque les deux vont venir s'annuler en quelque sorte, se compenser au niveau de la holding, et globalement le taux d'imposition sera beaucoup plus faible. Ça tombe bien que tu finis par ça, parce que c'est pour ça que je te pose la question. C'est plus par rapport à l'intégration. C'est pour moi l'intérêt principal. C'est quand tu as 3-4 structures et que tu en as eu une ou deux qui vont faire des pertes, bah, tant qu'à faire, tu fais un cumul et pour avoir une imposition un peu simple, on va dire. Pas tout perdre. Voilà, effectivement. Mais encore une fois, je pense que tu es conscient en tant qu'entrepreneur que tout ça, ça génère des Tout à frais de fait. structure, des frais de comptabilité, des frais de création, des frais d'optimisation, et que donc, bah, moi qui conseille les investisseurs immobiliers, j'ai quand même pas une majorité d'investisseurs qui investissent des millions d'euros. Pour l'instant. Pour Donc l'instant. voilà, c'est oui, on peut faire plein de choses, et en France, plus tu as d'argent, plus tu vas en gagner.
Mais c'est pour ça que moi je vais repréciser, mais ce que je me rappelle de l'interview que j'ai avec Ludovic, et c'est vrai qu'il faut faire le parallèle entre lui, les structures qu'elle lui il a, et tes clients, et même mon audience, hein, qui sont plutôt infopreneurs et qui font enfin, des chiffres un peu divers, mais qui font pas 10-15 millions tous les ans. Mhm. Mais j'espère qu'ils vont les faire, parce que moi je regarde souvent le marché américain, et souvent on a un petit retard, mais on y va. Euh, donc oui, qu'il faut, comme tu dis, et comme je te l'ai dit, vraiment se faire aider des pros, ne pas arrêter de faire le gratuit, le YouTube et autres, donc aller vraiment en début d'année faire un objectif sur 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, et donc avoir son avocat, son fiscaliste et son expert comptable pour vraiment prendre des décisions et avancer tranquillement. Ne pas faire d'erreur. Oui, mais Et si à un moment il y a tu as une raison. audit, si à un moment il y a une audit, ben, on la fera, mais elle viendra au bon moment. Voilà, n'achetez pas le produit qui est à la mode sur Internet parce qu'on vous dit que ça va être le paradis, quoi. Ça, j'aime pas ce genre de choses. On vous vend souvent des choses dont vous n'avez pas besoin. En revanche, moi qui suis moi-même un gros consommateur de produits, de formations, etc., chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaye d'en voir l'utilité. Mais pour revenir à ce que tu disais, l'intérêt de passer par des pros. Voilà, moi j'ai plusieurs projets en cours. Je vais pas avoir l'idée de créer moi-même mon logo. J'ai absolument pas la fibre artistique. Donc pour ça, tout simplement, je vais prendre un professionnel parce que ce n'est pas mon domaine d'activité. Voilà. Donc je vais pas être bon là-dedans parce que je connais pas et que je ne sais pas faire. C'est la même chose si on s'improvise juriste ou fiscaliste, bien souvent on fera de la merde. On pourra acquérir les connaissances de base, mais c'est un vrai métier. Surtout qu'on le sent en ligne, enfin, sur mon podcast, je le répète, si on est entrepreneur, il faut apprendre à déléguer et à donner chacun son travail et faire ce qu'on appelle son sweet spot, donc faire ce qu'on sait faire et laisser les autres faire. Et La surtout semaine de 4 heures pour ça est emblématique, hein. qu'on gagne du C'est temps. très très bien Voilà, expliqué. voilà. Oui, donc oui, je pense que j'ai un peu entébré par ta semaine de 4 heures parce qu'on me le cite souvent. Et Mais oui, sans dire et ça, oui, même les avocats lisent ce genre de livre, hein, faut pas croire. Non, je pense que oui, tout le monde l'a lu et il a fait cette Du moins vitesse ton parce que audience l'aura lu, je pense, vraisemblablement. non, c'est qu'il est cité très souvent, donc en général, c'est la question que je pose après. Ah, Euh, pas de chance. bon, c'est pas grave. Non, mais j'en ai une qui va encore t'intéresser, je pense. D'accord. Même si j'ai déjà eu ton avis, parce que j'ai vu un peu tes vidéos, mais je vais te challenger par rapport à ça. Comment investir et éviter les taxes? Comment on peut investir et éviter les taxes? Ça veut dire quoi éviter les taxes? Précise ta question. Payer en moins possible, si possible, mais en France, c'est compliqué, je sais. En payer zéro ou sinon payer le moins possible. Alors, en payer zéro, clairement, à un moment ou à un autre, il faudra payer de l'impôt. Déjà, parce qu'il est normal de payer un minimum d'impôt et qu'à l'extrême inverse, il est anormal d'être submergé par les taxes et les impôts. Et je suis le premier à râler un petit peu contre ça quand même, clairement. Encore faudrait-il que l'argent qui est taxé par l'État soit correctement employé, mais c'est un autre débat. Donc comment faire? Eh bien, tout simplement en se renseignant et en adoptant les bonnes stratégies. Le LMNP était une excellente niche fiscale puisqu'il permettait de passer en charge énormément de choses. Je dis en charge, hein, c'est le terme générique. Il y a des charges déductibles, il y a des amortissements, mais disons que globalement, il permettait de déduire énormément de choses et donc avec des investissements bien menés, de dégager de l'argent, donc du cash flow positif net avant impôt. Et comme en plus on déduisait beaucoup de choses, on n'avait pas d'impôt pendant plusieurs années. C'est remis en question parfois. En réalité, les calculs le prouvent. Donc pour moi, c'était tout à fait faisable. Ça, c'était une première stratégie dans l'immobilier. Ensuite, eh bien, tout simplement, c'est d'investir en société. En société, vous allez également avoir une fiscalité extrêmement intéressante puisque de la même façon, vous allez pouvoir déduire à peu près tout et amortir le bien. Donc, les premières années, fatalement, votre SCI risque d'être avec un résultat négatif et donc la SCI ne paiera pas d'impôt non plus. Et ben voilà deux moyens relativement simples à mettre en œuvre. Alors après, ça va pas durer ad vitam aeternam. Il arrivera un moment où il faudra payer de l'impôt. Donc, je vais juste préciser, quand tu as dit réinvestir dans la structure, c'est quoi? Faire des travaux, Oh, je suis pas le grand faire des partisan des charges, travaux. faire des Pour moi, charges. faire des travaux, le problème, c'est qu'il va falloir sortir l'argent. Donc, pour moi, l'optimisation, elle se fait vraiment au début. Vous faites, dans la mesure de vos possibilités, des emprunts à 110 ou 120%. Alors, en SCI, c'est difficile en ce moment, hein. Les banques prêtent beaucoup plus difficilement pour de tels montants d'emprunt. Mais c'est essayer au minimum d'intégrer ce genre de choses dans le prêt d'origine, puisqu'ensuite, ça va être lissé sur 20 ou 25 ans, idéalement. Et donc, voilà. Alors, recréer de la charge, autrement, non. La charge, elle résulte de l'amortissement du bien et des charges annuelles courantes. On peut, en revanche, recréer de la charge en rachetant un nouveau bien dans la même SCI. Et ça, c'est super simple en réalité.
Et toi, donc, tu conseilles donc plutôt de racheter dans la même SCI ou de chaque fois créer une SCI par lot? On aura vraiment vu toutes mes questions Ben, favorites, je te ben, remercie. c'est le but, Donc, hein. ouais, Surtout ouais, que moi, c'est tout à fait, c'est le but. je vais encore te répéter, mais Ludovic, c'est vrai que Ludovic est un peu un cas à part, mais lui conseille plutôt de se créer donc les SCI 1, SCI 2, SCI 3. Et donc toi, j'ai l'impression que c'est l'opposé, de tout mettre dedans. Non, non. Moi, c'est pas l'opposé. J'aime pas ce genre de réponse un peu simpliste. Encore une fois, si vous achetez un garage, vous n'allez peut-être pas créer une SCI par Oui, mais garage. moi, afin que j'aurais dû préciser que moi, je parle jamais de petits lots. Moi, dans ma tête, je vois toujours grand, donc moi, je vois toujours quelque chose où il y a 10 lots de garage, des immeubles, voilà, j'ai du mal à. Alors, je pense que les gens auront compris, peut-être qu'il y a un décalage. C'est que moi, je parle jamais d'un appartement ou deux. Voilà, c'est peut-être Ok. le problème. J'aurais dû préciser au début, peut-être, parce que Ouais, ouais, ouais. moi, je vois toujours gros et grand. Effectivement, Voilà. c'est bien de voir gros. Euh, Si tu achètes que des immeubles à 1 million d'euros, ok, pourquoi pas les mettre à chaque fois dans une SCI différente. Dans Même ce moins, cas-là, je suis d'accord, ça même a du moins, 500 sens. 000, je pense que ça vaut le coup. Ça reste encore intéressant. Ça va dépendre de la rentabilité de ton bien, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Imagine, une chose toute simple, hein, si tu n'as pas les mêmes associés, bah, tu auras autant de SCI différentes que tu as d'associés différents. C'est une C'est vrai. évidence. En revanche, si tu investis toujours avec ta femme, par exemple, ou ton mari, eh bien, tu ne seras pas obligé de créer à chaque fois une nouvelle SCI. Si c'est l'histoire de rester en dessous des 38 120 euros, là aussi, je trouve que c'est un peu une fausse bonne idée de l'immobilier, parce qu'après tout, on aura un différentiel de 13 points entre 15 et 28, mais qui est capable de me calculer plusieurs années à l'avance qu'on va atteindre ce fameux seuil des 38 120 euros de bénéfices, mais en réalité, pas grand monde. Donc, ça va être du cas par cas, voilà. Comme quoi, c'est pas si facile que ça, la fiscalité. Bon, Non, d'abord, non, non, on le non, sait en non. France, mais bon, comme quoi, il faut se faire aider. Et Dernière puis question maintenant, Oui, maintenant, attention, hein, il y a le nouvel abus de droit fiscal. Donc, si tu t'amuses à créer tout un tas de SCI et que avec toujours le même C social, les mêmes associés, les mêmes statuts, etc., il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, euh, on, on, on vient de te dire, mais monsieur, vous faites ça juste pour rester sous le seuil des 38 120 euros, c'est de l'abus de droit fiscal. eh bien, c'est assez marrant. J'allais te poser une question, mais je pense que tu as répondu indirectement. Parce que souvent, les gens veulent investir et ils ont personne avec qui investir. Et en SCI, ben, comme en SAS, enfin, comme en structure en général, il faut être deux. Et donc, est-ce que donc tu fais exprès, est-ce que voilà, bon, on se fait avoir si on fait du 99 et on met une personne à 1%, c'est faisable ou est-ce que c'est stupide? Vaut mieux créer une structure et faire du 90-10 ou ça n'a pas de sens. C'est pas important comme question. Si tu investis avec ta femme, tu peux faire 50-50. Et si t'as Si pas de tu femme? Comment? Et si t'as pas de femme, comment tu fais? Si t'as pas de femme, tu prends ton chien, moi. Tu connais Wall Street, tu veux Ok, un tu ami, rajoutes achète ta un main. chien. Ouais, tu rajoutes Donc, non, non, plus sérieusement, ton père, ta mère, enfin quelqu'un que si tu on est connais. vraiment tout seul, c'est compliqué. Maintenant, on peut très bien donner une part sur 10 000 parts d'une SCI à un ami. C'est ce que je D'accord? disais alors, donc c'est pas Voilà, gênant. et donc ça D'accord. a du sens, mais il faudra quand même se renseigner auprès de la banque si elle va néanmoins, bien que l'associé soit ultra minoritaire, solliciter par exemple un engagement dit de caution personnelle et solidaire. Si c'est le cas, on ne va pas embringuer un ami à se porter caution personnelle et solidaire, par exemple d'un achat à 200 000 avec un prêt à 200 000, alors qu'il a qu'une part. Ça n'a pas de sens. D'accord? Et moi, mon meilleur ami me le demanderait, je lui dirais non. Dans ce cas-là, je vais être associé au moins à 10, 20, 30%. Parce que Oui, j'ai un vrai risque qui pèse sur ma tête. En mais revanche, sinon, être actif dans le l'associé qui projet. n'a qu'une part n'est quasiment responsable de rien dès lors qu'il n'est pas caution personnelle et solidaire. Donc, on peut très bien investir tout seul quasiment en SCI et il y a une astuce que tu vises aussi sans doute, Thierry, à laquelle tu penses, c'est créer une deuxième société pour être associé avec soi-même. Moi, je la connaissais pas, tu vois. Ah Alors, bah, merci. écoute, Non, non, je la voilà, tu connaissais pas. crées, ça c'est une astuce qui est courante, hein. Tu crées par exemple une SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc Ouais. là, tu es tout seul dans ta société. Et ta SCI va être créée, toi par exemple 99, et ta SASU 1%. Et donc, vous serez bien deux dans la SCI. La difficulté actuelle, c'est que dans ce genre de situation, les banquiers ont du mal à financer aussi. Hmm. Ils comprennent pas bien, ils disent pourquoi vous avez fait ça, ils ont peur qu'il y ait un abus, etc., etc. Donc ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. En revanche, si on est un entrepreneur comme toi, moi-même je suis entrepreneur, hein, je suis aussi j'entreprends dans autre chose que dans l'immobilier et dans mon métier d'avocat. Donc, eh bien, ça sera très simple. Ma société qui fonctionne déjà va prendre une petite participation dans ma future SCI. Et là, comme le banquier verra que c'est une société qui n'est pas créée pour l'occasion, mais qui a une réelle activité, eh bien, on pourra être deux. Et là,
pas forcément besoin de holding non plus, hein, ça peut se faire en direct. L'avantage étant que si la société commerciale a aussi du cash, comme elle est associée de la SCI, elle pourra faire de l'apport en compte courant d'associé et la SCI pourra utiliser cet argent pour investir. Je suis bien content de t'avoir invité. Je savais déjà très bien que j'avais raison de t'inviter, mais alors là, pourtant, avec tous les bouquins que je lis, tous les vidéos que je lis, moi, j'ai 15 ans, non, 10 ans d'immobilier, ça, je ne les connaissais pas. Ça me paraissait bizarre qu'une SCI, enfin qu'une personne morale soit associée, enfin, en gros, il n'est pas obligé d'avoir deux personnes, c'est une société, donc tout à fait, c'est logique, mais extraordinaire. Mais merci, je pense qu'il y a plein de gens, j'espère qu'il y en a plein qui sont comme moi, parce que ça me paraît logique quand tu le J'espère. dis, mais je me suis dit, mais c'est bon, ok. Mais grand merci, on a fait le tour. Je vais te poser 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Avec Je vais plaisir. donc tous les liens pour aller voir sur ton site et sur ta chaîne YouTube, hein, dont tu n'as pas parlé, mais bon, je vais en parler en intro et en conclusion pour que les gens aillent voir tout ça. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un business dont tu rêves que tu n'as jamais fait? Alors, mon business rêvé, actuellement, c'est l'infoprenariat, vendre des formations Formation, donc, là, ce serait plutôt donc, juridique, c'est ça? juridiques et fiscales. Voilà, D'accord. je travaille dessus. Bon, ben, on mettra les liens. Tu me diras quand tu auras tout. Ce sera sur ton site. Attends, je vais. Donc, hop, je l'ai mis là. Donc, cabinet-du-6 Boujard, BOUIGEARD.com. Il y aura tout dessus? Il y aura tout dessus, c'est en cours d'élaboration. Voilà, c'est à venir dans les mois qui viennent. Et donc, ça, c'est plutôt du contenu générique ou c'est plus pour les avocats? Parce que eux, Ah normalement, non, ils le non, font non, pas. non, ça va être pour les investisseurs immobiliers. Ça va être D'accord, une ok. grosse formation juridique et fiscale immobilière. Il y a déjà des gens qui font ça. La difficulté majeure, c'est que en fait, j'ai vu un avocat qui fait ça avec son frère. Je fais pas D'accord. de pub pour les concurrents, moi, je suis investisseur immobilier depuis 20 ans, avocat depuis 25 ans, et donc j'ai quand même plus d'autorité et de légitimité que des gens qui ont commencé il y a 2 ou 3 ans. Je vise pas l'avocat en question, c'est un bon avocat, mais d'autres personnes qui vendent juste leur expérience et de vagues conseils. L'immobilier, On sent le l'entrepreneur en toi. juridique, fiscal, ça s'improvise pas. Donc là, je vais donner, ouais, c'est mon bise rêvé, voilà. Ok, c'est noté. On va suivre tout ça. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Alors, en tant qu'investisseur, ma meilleure expérience, c'est l'achat d'un petit studio à Paris en 2003, revendu en 2011 avec une plus-value de plus de 100 000 euros pour un investissement de départ de 40 000 euros. Waouh, c'est Donc, énorme. acheté 40, revendu 140, 8 ans après. Waouh, c'est une belle plus-value. Voilà. Meilleure, Surtout qu'entre-temps, meilleure il y expérience. a eu deux petites crises. Enfin, une grosse et une petite. Oui, Donc mais les voilà. crises, ça se surmonte Non, mais comme quoi, il faut tenir les biens. Il faut pas mais la ouais, mais fragile. bien sûr, bien sûr. Mais il faut surtout être résilient, avoir aussi de la trésorerie. Voilà, tout le secret est là. Si tu n'as pas de trésorerie, bah, si tu as le moins de problèmes, tu es pendu et tu dois revendre. C'est clair. Là, on a une crise. Les gens qui sont dans la LCD à fond, qui sont endettés jusqu'au-dessus de la tête et qui n'avaient pas d'argent de côté, ils vont être très mal en termes de remboursement de crédit. En revanche, ceux qui font ça, qui ont plusieurs biens, qui ont diversifié ou qui de toute façon avaient bien calibré leurs investissements, ils vont traverser la crise, ils seront encore plus forts parce qu'après la crise, on va avoir justement moins de biens en location courte durée sur le marché. Il y aura moins de concurrence. Il y aura tous ceux qui seront passés en meublé à l'année parce qu'ils auront eu peur. Et en plus, il y aura tous ceux qui auront bu le bouillon. Donc moi, je dis, c'est une véritable ère d'opportunité qui va s'ouvrir. Comme quoi, avec les crises, il faut revoir les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est cash is king. Il faut toujours avoir du cash et de la trésorerie. Et Voilà, voilà, c'est la même chose. exactement. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Eh bien, c'est peut-être un poncif, hein, mais c'est la formation, très clairement. Moi, depuis en 95, je deviens avocat, d'accord? J'arrête d'apprendre. Voilà, j'ai quitté la fac, j'ai quitté les bancs de l'école, voilà, j'arrête d'apprendre. J'apprends le métier sur le tas, ok, mais j'arrête d'apprendre, de me former. Alors, maintenant, il y a des obligations de formation annuelle des avocats, mais c'est spécifique à un métier. C'est pareil pour les conseillers en gestion de patrimoine, sans doute pour les médecins, etc. Mais quand je dis formation, je dis formation, c'est apprentissage. Il faut continuer tout le temps à apprendre des choses. Comme tu Il dis, faut lire. bien Pour moi, répétition. la lecture, c'est le pilier de l'entrepreneur. Enfin, la lecture ou l'audio, parce qu'il y en a qui n'aiment pas lire du tout. J'en ai eu sur le podcast. Donc, C'est après, il vrai, faut. c'est vrai. Même si c'est pas la même forme de travail du cerveau, mais bon, il faut s'adapter à soi-même. L'audio et la vidéo. On perçoit plus de valeur ajoutée, mais en réalité, c'est beaucoup plus passif. La Même lecture si, demande un même, réel même, effort. même si j'ai appris dernièrement sur un podcast que j'aime bien, Lewis Howe, avec un pro du cerveau qui disait, et je l'ai même dit, je crois, sur l'épisode qui sort cette semaine,
qu'il faut en général écouter le podcast, que moi je faisais pas, et il faut avoir un papier, un stylo et écrire en même temps. Bah Pour oui, être sinon on simple, parce retient qu'on rien. va, voilà, on va retenir, et puis c'est le fait d'écrire, quoi, ça fait marcher le cerveau différemment. Donc il faut écouter le podcast. Souvent, c'est que le podcast, on l'écoute quand on est dans le métro, quand on fait le ménage, enfin, quand plein de choses. Et donc on est passif, on écoute, mais ça part vite, et si on l'écrit, ben, ça va rester plus longtemps. Donc Tout à voilà, fait. pour ceux qui écoutent, quand vous écoutez le podcast et que vous pouvez, prenez un stylo, un papier et écrivez les choses, tant qu'à faire. Donc, quel est le livre pour toi que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ah, ça va être plus dur par contre. Euh, Et si c'est par les entrepreneuriats, des fois on parle de romans après, c'est vraiment un truc que tu penses qui pourrait aider ceux qui écoutent et qui vont peut-être les faire bouger un peu. alors, qu'est-ce qui serait le plus susceptible de provoquer un déclic? Alors, tiens, je vais pas parler de quelque chose qui pourrait provoquer un déclic. Je vais être un petit peu plus restrictif, mais le livre, pour moi, pour tous ceux qui sont entrepreneurs ou même globalement pour tous ceux qui ont des enfants, c'est le livre de Kiyosaki, Nos enfants riches et brillants. Voilà. Ah oui, Pour moi, c'est vraiment au-delà de père riche, père pauvre. Non, je vais être plus restrictif. C'est vraiment vous vous souciez de l'avenir de vos enfants. Lisez absolument ce livre. C'est indispensable. Essayez d'anticiper. Voilà, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut avoir une vision long terme. C'est ce que je fais en permanence. Et j'ai trouvé ce livre juste extraordinaire. bah, surtout que enfin je sais pas de quoi, celui-là je l'ai pas lu, donc on est parents, mais bon, logiquement, en tant que parent, le seul truc qu'on veut, c'est que la réussite de nos enfants, donc ouais, Évidemment. s'il Et faut vous faire voulez que le ça. bonheur, la réussite de vos enfants, assurer leur avenir. Donc on fait souvent ce qu'on fait. Alors pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, et Mhm. c'est tout aussi respectable, bah s'ils veulent vraiment avoir un autre déclic, c'est bah oui, père riche, père pauvre. Voilà, ça serait mon choix subsidiaire. Qui est classique, mais bon, facile à lire. Et c'est comme la dernière question que je t'ai posée, je me dis, mais c'est logique. Quand on le lit, on se dit, mais c'est logique, mais c'est tellement. Et souvent, bah, il y en a qui le répètent parce que bah, souvent ils partent de loin. Donc ça, quand on l'a lu très jeune et qu'on part de loin, qu'on était à fond dans le salariat ou dans d'autres choses qui n'avaient rien à voir, c'est un grand monde. Quand on est déjà entrepreneur, c'est vrai que c'est bon. S'il n'y a pas rien d'extraordinaire, il est bien. Mais il est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est bien fait, quoi. Quand des fois, il y a des choses, c'est simple, quoi. Est-ce que j'ai droit à un troisième choix? Ah, vas-y, hein. Il nous reste 6 minutes, donc tu as le temps. Ok, nickel. Et alors là, bah, alors ça c'est pour tout le monde, hein. Et entrepreneur, personne qui est salarié et à qui ça va très bien, pour tout le monde, il faut absolument lire Comment se faire des amis. Ah oui, encore un classique. Voilà. Ah oui, non, mais Ouais, celui-là, bizarrement, il est en haut de la pile, celui-là, pour moi. je l'ai, j'ai un peu du C'est, mal à le lire, mais il c'est est bien. juste un manuel qui va vous enseigner comment avoir de bonnes relations humaines. Ah ben, je l'ai sous Donc les le yeux là. titre est très Il y a, déceptif, hein. il y a C'est 23 absolument conseils. pas comment se faire des amis, mais c'est tout simplement comment gérer l'être humain. C'est le livre qui, pour moi, peut changer votre vie, Non, j'ai une bêtise. littéralement. Il y a 28 principes parce que je l'ai sous les yeux. Pendant que tu parlais, je l'ai pris. Donc, ouais, non, même pas, il y a plus que ça. Attends, ce que je dis. Et Et en l'un plus, des principes il est, fondateurs à il, retenir, il est à c'est 6 euros sur Amazon, donc ouais, facile à voir. voilà, bah voilà, c'est accessible à tout le monde. Et l'un des principes fondateurs à retenir, que j'essaie de mettre en application le plus souvent possible, c'est d'arrêter d'être dans la contradiction. Ça sert à rien de contredire les gens. Vous ne pourrez pas les convaincre en les contredisant. Et depuis que j'ai lu ça et que ma femme aussi m'en a parlé, je me suis dit, mais ma femme a complètement raison. Et depuis, bah, ça m'aide tout simplement à être beaucoup moins dans la contradiction. Alors pour un avocat, c'est dur de ne pas être dans la contradiction. Enfin, c'est même plus profond que ça, parce que moi aussi, bah, je suis quelqu'un qui, par nature, des fois, peut rebondir quand les gens parlent. Et je me rappelle, c'est même dans le début du livre, il donne quelques exemples. Et il parle d'une lettre qu'il envoie à quelqu'un, je crois, il dit, voilà, il faut se remémorer, en fin de compte, enfin, ne pas répondre tout de suite, prendre son temps. Et il montre bien, en fin de compte, qu'il faut commencer par un compliment, comme en vente, et aller dans le sens de la personne, tout à fait, vous avez raison. Et ensuite, si possible, apporter ce qu'on veut. Mais c'est vrai que si on directement, ben, on rentre dans une négo, dans une discussion, comme de couple souvent, quand on a une embrouille, chacun veut être d'accord, et en fin de compte, ça n'a pas de sens. Il faut juste écouter, rebondir, laisser dire, OK, laisser la personne parler. Elle sera d'abord contente qu'on le laisse parler, dire, OK, je comprends ce que tu dis, et ensuite, peut-être apporter ce qu'on a envie de dire. Mais bon, Voilà, c'est exactement. plus simple, allez lire, parce que ça, là, on a essayé de développer, mais bon, le plus simple, il est assez facile à lire. Il coûte, je crois, 5 ou 6 euros sur Amazon. Oui, puis il n'est pas Dernière, très long. dernière question, quel est le livre que tu conseilles non, oulala, je me trompe, tu vois, dans mes trucs. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Alors ça, c'est dur. La compétence que je rêve d'avoir. Euh, hum, hum, euh, une compétence ou une qualité?
Allez, on va te donner un avantage, une qualité alors. En général, c'est la compétence, mais je vois que tu as du mal, donc une qualité. Non, mais la compétence, j'ai du mal. Est-ce que c'est dans mon domaine professionnel? Si, Non, si, comme tu si, veux, la hein. compétence, voilà, ça y est. Tu vois, moi, en fait, là où je suis le meilleur, c'est dans l'échange avec les gens. Donc, c'est lorsque je fais des rendez-vous avec les investisseurs, je leur dis toujours, je vais pas vous faire un cours, on va être dans l'échange et c'est quand vous allez me poser vos questions que moi-même je vais vous en poser d'autres, qu'on va trouver les solutions parce qu'on va être dans l'échange. Bah, c'est exactement ce qui vient de se passer avec toi. Hop, compétences, qualité, etc. Voilà. La compétence que j'adorerais avoir, c'est être capable de faire des travaux manuels. Ah oui? Ah ouais, ah, ça me plairait. J'aurais aimé être tailleur de pierre, j'aurais adoré ça. Mais tailleur de pierre, c'est super compliqué. Il faut être bon en maths et en Euh, géométrie déjà. D'abord, c'est Donc, des artistes, donc oui. oui, oui, voilà, compétence. Pas artiste au sens large, dessinateur. Moi, c'est plutôt vraiment purement ni chanteur ni ce genre de choses. C'est plus vraiment purement matériel. Pouvoir réaliser des choses en bois avec les mains, Construire ta maison, peut-être. tailler la pierre, ça m'aurait. Voilà, c'est une J'ai compétence que j'aurais adoré avoir. j'ai écouté un podcast de Tim Ferriss et de Monsieur Monet Moustache, voilà, qui disait que tout homme, toute personne devrait faire construire sa maison. Et lui, c'est ce qu'il a fait, je crois. Et il dit, Mhm. voilà, c'est un truc extraordinaire. Moi, ça me paraissait bizarre quand il l'a dit. Et après, j'en ai entendu d'autres qui l'ont dit, et voilà, que on est tellement dans un monde peut-être trop numérique et qu'on fait plus beaucoup de choses. Et que, oui, apprendre à faire des choses par sa propre main et être fier de soi, en fin de compte, simplement. Bon, il Oui, faut avoir et le puis temps. c'est le plaisir. C'est des choses que tu réalises et qui sont pas forcément non plus compliquées. Et je crois qu'une grande partie de la réalisation de l'être humain réside aussi dans la simplicité. Encore un précepte que j'applique à mes clients, je leur dis, vous voulez faire des montages, vous voulez faire du démembrement sur 20 ans avec 3 sociétés par-ci, 2 par-là, mais commencez par faire simple. Mm. Tant qu'à faire, oui. Être Voilà. simple. Mais grand merci, on a fait un peu de philosophie à la fin, mais ça tombe bien. Moi, j'aime bien ça aussi, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, Dimitri, grand merci. Donc, je Merci mettrai à tous toi les de liens. m'avoir invité. Ouais, je mettrai donc tous les liens pour qu'on puisse aller te voir. Et puis, on va te suivre aussi par rapport à ta formation et puis par rapport à tout ce que tu proposes et toutes les personnes que tu aides grâce à tes conseils. Donc, je te dis Merci à très Thierry. bientôt, Dimitri. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Fini donc pour cette émission donc, sur la fiscalité donc, de l'immobilier et avec donc, notre avocat investisseur, donc Dimitri Boujard. Donc comme tu l'as compris, il est expert depuis donc une vingtaine d'années, donc ce qui est très bien. En général, on a plein de gens qui connaissent bien leur métier, hein. Il y a plein d'avocats qui connaissent bien leur métier, mais qui n'ont pas investi ou très peu investi. Donc lui, il a beaucoup investi, fait des erreurs comme il l'a dit, donc c'est très bien. En plus, il est proche des infopreneurs, il en connaît plein, il sait comment ça fonctionne, donc infopreneurs, affiliés, enfin e-commerçants, les entrepreneurs en ligne, hein. Il est dans le monde moderne entre parenthèses. Sans parler en mal donc ceux qui sont dans le commerce classique et avec donc, des magasins, hein, rien à voir, mais bon, tu m'auras compris. Donc n'hésite pas donc à aller sur son site, donc cabinet-boujard.com. N'hésite pas à partager et à commenter donc cet épisode. J'ai vraiment besoin en fin de compte de ton aide pour faire encore plus développer donc cette émission. J'en fais donc 2 par semaine, donc j'aimerais que ça reste comme ça, avec tout type de profils, donc bien sûr en ligne, d'investisseurs, hors ligne, hein, comme on a eu donc il y a 1 ou 2 mois. Voilà, le but c'est vraiment de te donner le maximum d'informations. Comme quoi, tu vois, même dans cet épisode, j'ai appris un truc. Des fois, tu crois connaître beaucoup de choses, mais tu en apprends toujours. Donc, il faut donc écouter des podcasts. Et comme je dis dans le podcast, quand tu peux, tu prends ton stylo et ton papier et t'écris pendant qu'on discute et prendre les infos qu'il y a. Et aller tout de suite donc implémenter si possible pour ne pas perdre l'avantage et l'intérêt donc d'avoir écouté l'audio. Voilà. Donc, grand merci à toi. Et puis, je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.